Mohamed Chirani, dans votre dernier livre, Islam de France, vous faites des recommandations, c'est l'aspect évidemment le plus précieux pour nous. Vous faites des recommandations, sur l'organisation de l'islam de France, et notamment vous avez des idées sur la manière de recruter les imams, mais vous faites aussi des recommandations sur un combat idéologique à mener, le fond théologique de la question. Et notamment, comment faire émerger un islam de France qui allie texte et contexte. C'est-à-dire comment avoir une pratique de l'islam qui ne heurte pas le contexte social français. Et c'est pour ça qu'il y a 10 points que j'ai développés, les 10 points de la réforme. Je ne vais pas développer tous les points, je vous dirai les plus importants. Le premier point est quelle approche avoir du Coran, de la lecture du Coran. Lire le Coran en se basant sur les sciences humaines et sociales, sur l'apport des sciences humaines et sociales, mais aussi une connaissance du contexte de la révélation, et que le Coran n'est pas un bloc monolithique qui se lit de tout temps, de toute époque, de la même manière. C'est-à-dire le Coran a été révélé au 7e siècle dans un contexte particulier que ce qui est celui de l'Arabie de l'époque, du 7e siècle, dans les us et coutumes des tribus de Quraysh et à Médine, qui n'est plus notre contexte. Donc il y a ce qu'on appelle les versets universels, qui dépassent le temps et l'espace, et il y a d'autres versets qu'on appelle circonstanciels, et notamment beaucoup de versets normatifs. L'autre point, c'est la question des hadiths, deuxième source de l'islam, qui sont les dits du prophète. Aujourd'hui, quand on voit les revues de propagande de Daesh, ils se basent beaucoup sur les hadiths, les dits du prophète. Pourquoi? Parce qu'on peut faire dire tout ce qu'on veut au prophète. Il n'y a pas de limite au hadith. Il y a eu une invention de hadith durant les premiers siècles de l'islam pour faire dire tout ce qu'on voulait au prophète et au service aussi d'idéologie politique. Et aujourd'hui, il y a une révision nécessaire du hadith et une prise de recul et une relativisation des hadiths. Enfin, ça sera le troisième point avec lequel je vais finir, et je laisserai le lecteur découvrir les 10 points de la réforme, même s'il y en a d'autres qui sont importants, comme la question de l'égalité homme-femme, la question de la violence, la question de la liberté religieuse. Mais ce troisième point, c'est la question de la vocation politique de l'islam, qui a été instrumentalisé et mis en avant durant les premiers empires musulmans, et notamment et dernièrement par l'islam politique. L'islam a une vocation spirituelle, c'est ce qui ressort du Coran. Il n'a pas une vocation politique. Et je parle de quelques réformateurs musulmans qui se sont engagés dans ce domaine, et notamment le Soudanais Mohamed Mahmoud Taha, exécuté en 1985 parce qu'il a dit que le régime dictatorial de Noumairi à l'époque instrumentaliser la charia et dénaturer l'islam, et que l'islam n'avait pas une vocation politique, une vocation d'oppression, mais une vocation de liberté individuelle. Et il a parlé de la supériorité du Coran révélé à la Mecque, qui est universel, par rapport au Coran et certains versets révélés à Médine qui sont circonstanciels, normatifs, et qui doivent être limités à une époque, à un contexte local. Et il y a dans la pensée de Mohamed Mahmoud Taha les pistes et les fondements d'un islam de France qui garantira la paix civile et la coexistence pacifique pour les décennies à venir.